Bonsoir, merci de suivre ce live ce soir consacré aux formations en apprentissage dans l'enseignement supérieur sur les métiers de la banque, finance et assurance. Alors, pour parler de ce sujet et pour répondre aux questions, nous recevons ce soir Alain Nicolas qui est directeur du CFA DIFCAM Île-de-France. Alors, merci d'être présent et de répondre aux questions des internautes et qui ont déjà été posées et qui ne vont pas manquer d'être posées dans la demi-heure qui vient. Sur les questions que nous avons déjà reçues, beaucoup ont trait vraiment à l'aspect purement recrutement, puisque vous avez cette particularité d'être à la croisée de la formation universitaire et en même temps des problématiques de recrutement. Et on a beaucoup de questions sur les banques recrutent-elles encore? Effectivement, bonsoir et merci effectivement de me permettre de m'exprimer au nom donc du CFA DIFCAM Banque et Assurance, qui est un vaste réseau puisqu'il représente aujourd'hui 35 points en France de formation post-bac et effectivement plutôt orienté sur les métiers de la banque et de l'assurance. Alors pour répondre à votre question, c'est vrai que la banque a connu quelques désuétudes dans les années 2008-2009 au moment de la crise financière. Après un âge d'or. Après un âge d'or, absolument, absolument. Mais bon, tout cela n'est pas terminé puisque c'est vrai qu'à une époque, chaque année, les établissements bancaires recrutaient jusqu'à 30 000 jeunes par an. Effectivement, tout cela a un petit peu changé depuis 2008 puisqu'on est maintenant sur un régime de 17-18 000 recrutements à l'année. Et à l'intérieur de ces 17-18 000 personnes recrutées pour les établissements financiers, il y a environ 7 à 8 000 jeunes qui rentrent en parcours d'alternance dans l'enseignement supérieur. Donc ça, c'est pour ceux qui veulent rentrer en alternance. Il y a évidemment aussi de nombreuses possibilités pour ceux qui veulent rentrer en formation initiale. Mais vous vous occupez essentiellement d'alternance. Et notamment sur des filières universitaires. Ça, c'est important de préciser. Absolument. C'est que ce sont essentiellement des filières universitaires. Effectivement. Donc aujourd'hui, DIFCAM travaille sur des parcours qui vont de Bac+2 à Bac+5, en sachant que la partie Bac+2 tend à se réduire comme neige au soleil, puisque les banquiers aujourd'hui ont augmenté le niveau de l'expertise. Tout cela, en fait, tenant au fait que les clients de nos banquiers sont de plus en plus exigeants et de plus en plus informés. C'est vrai que lorsqu'on vient voir son banquier, on a déjà recueilli pas mal d'informations par le biais donc des moyens multimédia, par le net, l'iPhone, la connaissance maintenant, comme on le dit habituellement. Et donc forcément, lorsqu'ils viennent, c'est pour aller chercher une plus-value dans le conseil, en clair. Alors, puisque vous parliez des niveaux de formation, on a une question de Léa qui est en première, donc elle s'y prend évidemment un peu tôt, et qui nous demande, puisque en fait ce sont les DUT avec lesquels vous travaillez, qui nous demandent quels sont les DUT qui mènent au métier de la banque finance. Alors aujourd'hui, on recrute essentiellement sur deux types de DUT. Le DUT technique de commercialisation, qui est en fait le plus gros pourvoyeur de postes, puisque en fait la banque est un métier à vocation commerciale. On est essentiellement là sur de la recherche d'emploi sur de la banque de détail. Et puis en région Île-de-France, essentiellement, on est sur le DUT GEA, qui est là plutôt sur des métiers d'appui, métiers de gestion, compta finance. Alors, a priori, ce diplôme ouvre de moins en moins des carrières Sur la banque de détail, effectivement, le Bac+2 n'est plus très recherché par les banquiers. Quelques banques ont encore essayé effectivement d'aller chercher ce vivier-là encore l'année dernière. Mais là, on est en campagne de prospection et donc on a nos partenaires habituels qui, lorsqu'on les rencontre, nous disent maintenant, ça y est, le Bac+2, on arrête. On est plutôt maintenant sur une clé d'entrée Bac+3. Sachant qu'au moment où nous faisons cette émission, les DUT sont dans le cadre d'APB et que là, a priori, les campagnes d'inscription sont en cause. Donc on va parler essentiellement finalement de la licence pro ou des licences pro, parce qu'il existe beaucoup de licences pro qui peuvent être concernées au sein de Absolument. du CFA. Alors c'est vrai que nos CFA, distribuent essentiellement la licence professionnelle banque assurance, qui est la licence destinée donc à des futurs chargés de clientèle qui auront à gérer un portefeuille, notamment de clientèle de particuliers. Cela dit, ce n'est pas la seule licence que nous proposons, et notamment sur le CFA Île-de-France, qui compte aujourd'hui entre 700 et 800 jeunes. À l'intérieur donc de ce vivier, nous avons donc une licence back-office qui est destinée effectivement donc à opérer sur les marchés, sur le post-marché, le marché des titres notamment. Et puis on a aussi une filière compta qui va de la licence au master 2 compta. Alors, vous êtes sur les métiers de la banque, de la finance, de l'assurance. Il y a beaucoup de métiers, évidemment, au sein de ces branches. On a une internaute qui nous dit, bon, je vois ce que sont à peu près les métiers de la banque finance. Par contre, je vois plus mal ce que sont les métiers de l'assurance.
Alors c'est vrai que là, on est plutôt sur la partie marginale de notre activité, un marginal n'étant pas péjoratif. Simplement, donc, les assureurs ont bien souvent leur propre filière de formation. Il y a, alors je vais faire de la pub pour un concurrent, il y a notamment l'IFPAS, qui a donc son siège ici à Paris, et qui donc forme de futurs chargés de clientèle sur la partie assurance. Mais cela dit, il y a d'autres métiers dans l'assurance, comme les métiers d'actuaire, les métiers donc de responsable d'agence, et puis tout comme dans la banque, tous les métiers liés au marketing et toute la gestion bien sûr des contrats. Alors plusieurs questions sur les niveaux d'études, puisque vous proposez la licence pro comme vous l'avez expliqué, Bac plus 3, et puis vous proposez aussi des formations Bac plus 5, dont on rappelle que ce sont toutes des formations universitaires, donc des masters. Et on pose la question fondamentalement, quel type de carrière différente fait-on entre un Bac plus 3, une licence pro et éventuellement un master? Alors sur la partie master, effectivement, on a 3 orientations possibles. La première étant plutôt orientée sur ce qui les séduit plus, nos jeunes, la partie liée à la gestion de patrimoine. C'est souvent là que l'on a une demande. Alors, il est vrai que nous avons donc ce type de master donc, dans notre catalogue. Simplement, il faut que les jeunes se mettent en perspective par rapport au métier. Un Master 1, un Master 2 gestion de patrimoine n'aboutit pas forcément dans l'année qui suit l'alternance à la gestion d'un portefeuille très haut de gamme. Ça serait un peu leur brûler les ailes. Donc il y a bien souvent un sas en fait, de décantation après ces 2 années d'alternance où là on leur confie un portefeuille de clientèle de bonne gamme, une clientèle de particuliers de très bonne gamme, pour ensuite, après avoir passer par cette salle de musculation, pouvoir aller aux Jeux Olympiques et aller donc vers la clientèle qu'on va qualifier banque privée, grande fortune. Alors après, effectivement, sur cette partie master, je parlais de 3 axes. Nous avons la partie liée donc aux professionnels, artisans, professions libérales, commerçants. Et là, effectivement, bien souvent, on a un accès un peu plus rapide à ce type de fonction. Et bien souvent, dans 70% des cas, les jeunes qui sortent avec un Master 2 orienté banque-finance peuvent prendre un portefeuille orienté clientèle de professionnels. Et puis le 3e axe est orienté management, où là, l'accès au management est un peu plus difficile quand même, puisqu'il faut effectivement un peu d'expérience, avoir pratiqué un certain nombre de métiers dans le réseau commercial pour ensuite piloter effectivement une équipe commerciale. Alors, on a plusieurs questions qui tiennent au fonctionnement de votre CFA, parce que ce n'est pas toujours simple finalement à appréhender, puisque vous indiquez sur vos documents que vous êtes en partenariat avec un gros groupement. Voilà, comment fonctionne le CFA? Quand on s'inscrit chez vous, est-ce qu'on doit trouver une entreprise? Est-ce que c'est vous qui la donnez? On a une question, si je m'inscris et que je n'ai pas d'entreprise, ça se passe comment? Si vous pouviez nous brosser à contraire, comment ça se passe si on est intéressé par une formation universitaire dans le domaine de la banque? Effectivement, notre CFA ne peut fonctionner que par le biais d'un partenariat universitaire. Et donc j'évoquais tout à l'heure 35 points en France qui nous permettent de servir des formations universitaires. En fait, ces 35 points-là correspondent à des universités. Parce que seules les universités peuvent délivrer des diplômes universitaires. Alors dans le cas par exemple de l'Île-de-France que vous gérez directement, vous êtes partenaire avec qui? Alors essentiellement avec un partenaire qui a pignon sur rue. Je parlais de Paris Descartes, qui est une vraie référence donc sur la région parisienne. Et là on a effectivement un certain nombre de diplômes, notamment toute la partie Bac plus 2 DUT, DUTTC et licence banque assurance se fait à Paris Descartes. La licence back office et la filière CCA se fait à Paris Descartes. Donc quand on s'inscrit chez vous, en fait on suit l'enseignement à Paris Descartes? Absolument. Certains cours ont lieu, la plupart des cours ont lieu à Paris Descartes, et toute la partie des cours orientés professionnalisation, vraiment liés au métier, a lieu donc au CFA d'IFCAM qui se trouve dans le 15e rue Le Courbe. Mais il faut une entreprise. Alors effectivement, pour revenir à la question que vous posez, aujourd'hui DIFCAM a un réseau de partenaires en termes d'entreprise, et ça facilite la tâche effectivement à nos étudiants. D'ailleurs notre slogan c'est révélez vos talents, nous trouvons les entreprises partenaires pour les exprimer. Donc à partir de cette base-là, il est sûr que nous faisons un bout de chemin, c'est-à-dire que nous envoyons les CV donc, de ces étudiants-là présélectionnés par l'université. Nous les envoyons donc à nos entreprises partenaires qui ensuite soit leur font passer des tests ou les convoquent directement en entretien. Donc là, il y a effectivement une vraie chance pour ces jeunes-là, en passant par nous, pour avoir un accès direct à une entreprise sans aller tirer les sonnettes pour aller chercher un contrat.
En fait, est-ce que ça veut dire que finalement, vous trouvez presque automatiquement une entreprise à un candidat qui s'adresse à vous? Alors effectivement, on n'est pas dans l'automatisme. Il est sûr qu'il faut que le candidat optimise ses chances et ne reste pas les deux pieds dans le même sabot. Et il a le droit aussi, bien sûr, de faire sa propre démarche auprès des entreprises à titre personnel. Parce que vous savez qu'une des problématiques qui se posent au centre de formation en alternance, c'est qu'effectivement, elles ont des candidats. Parfois, effectivement, ils ont un relationnel avec l'entreprise, mais que c'est souvent au candidat de trouver l'entreprise. Et lorsqu'elles ne trouvent pas l'entreprise, là, effectivement, il y a problème. Ça arrive que des candidats chez vous puissent ne pas avoir d'entreprise? Effectivement, aujourd'hui, lorsqu'on a un vivier à présenter aux entreprises, bien souvent le ratio est selon les diplômes, de 3 candidats pour un poste. Ce qui veut dire qu'il y a 2 candidats qui se retrouvent au bord du chemin. Alors en même temps, on est en région parisienne, hein, on peut parler effectivement de l'ensemble du réseau national, mais C'est peut-être plus simple à Paris. je ne sais pas si on peut le dire comme ça, mais ce qui est de sûr, c'est que les jeunes en région parisienne postulent à plusieurs endroits. On a évoqué tout à l'heure notre plus gros partenaire universitaire, hein, Paris Descartes, mais nous avons aussi un partenariat avec l'IUT de Sénart, l'IUT d'Amiens, Sceaux, Nanterre. Donc forcément, on a un panel de partenariats très élargi, ce qui veut dire qu'un jeune qui n'est pas pris à Paris Descartes peut l'être sur les 4 ou 5 partenaires avec lesquels nous travaillons en région parisienne. Et question d'un internaute, l'intégration professionnelle d'une licence pro est-elle aussi bonne qu'un master? En fait, question, à votre avis, est-ce qu'on s'intègre mieux lorsqu'on a un master ou lorsqu'on a une licence pro? Alors tout dépend de la personnalité du jeune. Aujourd'hui, toutes les banques veulent recruter en CDI à l'issue des parcours d'alternance. En clair, le parcours d'alternance est une période d'essai. Voire de pré-recrutement peut-être? On peut le qualifier comme ça, vous avez raison. Et très clairement, on est dans un test réciproque. Le jeune teste l'entreprise et l'entreprise teste le jeune. Mais on est en face donc d'entreprises bancaires. Et ce ne sont pas des philanthropes. Très clairement, il faut du retour sur investissement. Lorsque je paye la formation d'un jeune, mon objectif, c'est de le recruter en CDI à l'issue de son parcours. Et pour revenir à votre question, le taux d'intégration en licence, notamment, est de l'ordre de 70%. C'est-à-dire que le taux de transformation d'un jeune étudiant pour arriver en CDI, c'est de l'ordre de 70% d'une promotion. Sur la partie master, on est sur un taux un peu plus élevé, on est sur 80-90% des jeunes. Je parle de l'intégration dans l'entreprise d'accueil qui a formé le jeune. Mais dans les 3 mois qui suivent, on est globalement, sur l'ensemble des diplômes, sur un taux d'intégration de l'ordre de 80-90%. Ce qui sont déjà des taux d'intégration exceptionnels quand on regarde la situation de l'emploi actuellement. Voilà. Quels sont, puisqu'on parle de ce taux d'intégration, je veux dire, tous les jeunes devraient se précipiter sur ces métiers. À votre avis, quelles sont les idées reçues finalement sur ces métiers qui font que peut-être ils ne suscitent pas l'enthousiasme que vous seriez en droit d'attendre? Alors, il est certain que la crise financière fait beaucoup de mal au secteur, hein, très clairement. En même temps, la banque, en fait, est devenue une vraie entreprise à vocation commerciale. Et l'image un peu feutrée qu'avaient les jeunes d'une banque, où en fait on avait plutôt tendance, pensait-il, à attendre les clients et à ne répondre qu'à des besoins. Là, la banque aujourd'hui est plus dans la proactivité et dans le développement de son fonds de commerce. Alors, une question d'Éléonore qui se rapproche peut-être un peu de ce que vous dites. Éléonore dit, les métiers dans le domaine de la banque sont-ils des métiers de chiffres ou de relations humaines au sens de contact humain? Et elle dit, je ne suis pas sûr d'avoir envie de passer ma journée à manier des chiffres. Alors je la rassure tout à fait. Et elle est plutôt dans le profil recherché par les banquiers. Aujourd'hui, on est effectivement dans un métier où la relation est primordiale. Lorsqu'on touche à l'argent, on touche à l'affect du client. Et forcément, toute la partie relationnelle est extrêmement importante. Ça n'occulte pas, bien sûr, l'expertise, hein, on est bien d'accord. C'est la raison pour laquelle, effectivement, le niveau d'études augmente au fil des ans en termes de recherche de vivier. Mais c'est sûr qu'aujourd'hui, lorsqu'un RH, un DRH d'une banque recrute, il va d'abord aller chercher une personnalité, du comportemental et bien sûr, effectivement, des vraies aptitudes, de l'appétence, bien sûr, au monde de la finance. Alors, sur votre site, vous annoncez que votre réseau, d'abord vous avez un réseau de partenaires et puis vous avez un partenaire historique dans le domaine de la banque. Et on a une question, en fait on a 2 questions qui se ressemblent, donc je vais citer celle de Babos qui dit bonjour, voilà, ma mère travaille dans une banque qui ne semble pas figurer dans votre réseau partenaire et qui est prête à me prendre dans le cadre d'un contrat d'alternance. Est-ce que vous accepteriez de me prendre? Tapis rouge, open space. Très clairement, lorsque effectivement un jeune a la chance d'aller décrocher un contrat, bienvenue. Aucun problème. Et pour nous, ça peut même constituer le lien pour un futur partenariat un peu plus élargi, un peu plus développé. Donc on est preneur de tous les contrats, même ceux que nous amènent nos jeunes.
Lolo, pensez-vous que les possibilités de carrière à l'international soient nombreuses? Faut-il, selon vous, avoir un master pour cela? C'est sûr que ce niveau d'études favorise beaucoup plus la vocation internationale, on est bien d'accord sur le sujet. Après, effectivement, tout dépend du groupe bancaire dans lequel on pose ses jalons. Certains, effectivement, développent beaucoup la progression, l'évolution de carrière dans le monde de l'international. En même temps, lorsque, effectivement, on veut se diriger vers de l'international, on se dirige plutôt vers de la banque d'investissement. Et c'est la banque d'investissement qui a été plutôt la cause donc, des désuétudes que j'évoquais tout à l'heure et qui a amené cette crise financière. Donc la banque d'investissement recrute beaucoup moins que la banque de détail, celle que l'on connaît notamment sur le territoire national. Alors, question de Pierre qui nous dit être intéressé par les métiers, les formations que vous proposez en assurance et qui nous demande quels sont les cours. Alors, il ne précise pas à quel niveau d'études, est-ce que c'est un bac plus 3 ou un bac plus 5. Et autre question de Lial qui nous dit quels sont les différents métiers possibles à bac plus 3 dans les assurances. Deux questions sur les assurances dont on a compris que ce n'était pas votre cœur d'activité par ailleurs. Effectivement. Alors, il est certain que nos licences banque assurance ont tous à l'intérieur de leur maquette pédagogique une partie orientée assurance. Dans le dur, dans un module. Mais l'assurance aussi, c'est de la pédagogie en transversale. Lorsqu'on parle d'assurance, on parle de fiscalité, on parle de transmission de patrimoine, et forcément tous les outils de l'assurance servent effectivement à évoquer le conseil lié à la transmission de patrimoine, etc. Et donc, on a bâti à l'intérieur de nos licences banque assurance des modules qui, selon nos CFA, peuvent aller de 40 ou 80 heures. À l'intérieur de ces 40 ou 80 heures, il y a une partie très orientée technique et une autre partie très orientée commerciale, approche globale, assurance. Et notamment dans certains CFA, on a bâti un séminaire complet d'une semaine orienté approche globale, commerciale, assurance. Ça répondra à la question. On est bien d'accord, on parle d'apprentissage, parce que souvent on utilise le mot alternance, là c'est de l'apprentissage. Quel est le rythme de cet apprentissage et est-ce qu'il diffère évidemment, peut-être en fonction des cursus choisis? Alors, au sein du réseau d'IFCAM, on a choisi d'être assez harmonieux sur le sujet et de laisser les jeunes pouvoir s'épanouir sur une période d'alternance suffisamment longue en entreprise. Et on est souvent sur des périodes qui vont de 3 semaines en entreprise à 3 à 4 semaines à l'université. Ces 3 semaines d'entreprise lui permettent d'appréhender des dossiers dans toute leur complétude et donc pouvoir effectivement suivre un client jusqu'à l'aboutissement de son dossier. Certaines écoles, je ne parle pas d'IFCAM, mais certaines écoles, par comparaison, sont sur des rythmes de 2 jours à l'école et 3 jours en entreprise dans une semaine. Alors, puisque vous parlez de comparaison avec d'autres écoles, justement, j'en profite pour faire le lien. À l'internaute, je dis, mais finalement, qu'avez-vous de plus que d'autres formations, d'autres instituts de formation qui proposent des formations en alternance justement dans les domaines de la banque ou de l'assurance? Quelle est votre plus? Quelle est votre différence réelle? Notre plus, c'est l'accompagnement de nos jeunes. On a mis en place donc tout un système d'accompagnement, toute une démarche. Alors ça passe par un livret électronique de suivi qui est accessible à la fois par donc le jeune bien sûr, par son tuteur entreprise et par son tuteur universitaire. Nous avons bâti à l'intérieur de ce livret pédagogique tout un référentiel métier avec une vraie progression pédagogique. En clair, lorsqu'on raisonne objectif à l'intérieur donc des séquences entreprises, on ne raisonne pas que objectifs commerciaux. On raisonne objectifs pédagogiques. Très clairement, c'est comment je fais pour arriver effectivement à appréhender telle et telle compétence. On n'est pas sur du combien, on est sur du comment. Et puis, il y a effectivement tout l'accompagnement du tuteur universitaire qui, lui, donc, est amené à rencontrer le jeune 1 à 2, voire 3 fois dans l'année sur son lieu de travail. Il y a un point qu'on n'a peut-être pas précisé, qui n'est pas finalement lié spécifiquement à votre domaine d'intervention, mais c'est que l'alternance, c'est aussi des contraintes qui parfois peuvent être lourdes, puisqu'il faut à la fois préparer un diplôme universitaire, donc ça exige un vrai travail, comme ses camarades, et en même temps avoir des responsabilités en entreprise. Absolument. C'est quand même un rythme qui est assez soutenu. Tout à fait. Et ces jeunes-là ont un vrai mérite. Un vrai mérite. Très clairement, lorsqu'ils sont à l'université, j'ai pour coutume de dire à nos maîtres d'apprentissage qu'ils ne sont pas en vacances. Et que, notamment,
ils sont sur un régime donc de salariés et ils ont 35 heures de cours lorsqu'ils sont à l'université. Mais c'est vrai que l'alternance, ça peut effrayer par rapport effectivement à ce rythme soutenu et cette capacité à ingurgiter de la connaissance université à transformer en compétence sur le terrain, le terrain de jeu qui est l'entreprise. Mais la vraie vertu de l'alternance, c'est en clair, non pas de passer de la théorie à la pratique, ça c'est effectivement ce qu'on peut entendre un petit peu partout, mais ça a pour vocation de pouvoir appréhender les aléas d'une journée, de pouvoir appréhender l'esprit d'équipe, de pouvoir aussi en même temps voir ce que la connaissance amène en compétences, très clairement. En clair, tout ça, toutes ces notions-là viennent maturer les notions théoriques apprises sur les bancs de l'université. Alors, quand on parle alternance, il y a donc tout cet aspect évidemment formation, et puis il y a un aspect rémunération qui est important. Donc, Amandine vous demande, pendant la scolarité, quel salaire a-t-on? Et elle rajoute, est-on considéré comme un salarié d'entreprise ou comme un étudiant? En fait, a-t-on droit à tous les avantages des salariés? Alors, elle cite le ticket restaurant, le CE. Et c'est vrai que traditionnellement, on entend dire que les banques sont assez généreuses avec leurs salariés et qu'il y a beaucoup d'avantages. Est-ce qu'un apprenti bénéficie de ces avantages? Alors effectivement, la question est très pertinente et intéressante. Et déjà, la première chose qui intéresse ces jeunes-là, mais qui est bien souvent à un côté transparent pour eux, c'est que l'entreprise leur paye leur formation. Aujourd'hui, le ticket d'entrée en termes de coût pédagogique, lorsqu'une entreprise bancaire intègre un jeune dans une agence bancaire, eh bien, il nous paye une facture de l'ordre de 7 000 à 8 000 euros par étudiant. Donc ça, effectivement, on évacue ça donc du porte-monnaie de l'étudiant. Et pour répondre à votre question, il est vrai que selon le niveau de diplôme, on a un niveau de rémunération qui peut être différent. Et tout ça tient au Code du travail, ni plus ni moins. Donc lorsqu'on est en licence banque assurance, on est sur une rémunération de l'ordre de 70% du SMIC ou du niveau conventionnel du métier. Et lorsqu'on est sur un niveau master, on est entre 80 et 100% du SMIC. Et effectivement, on est dans un schéma salarié de l'entreprise et on a droit effectivement à tous les avantages de l'entreprise, le 13e mois, la participation, l'intéressement, les tickets restaurants que vous évoquez, enfin tout ce qui tourne autour donc des avantages que peut avoir un salarié dans le cadre de son entreprise. Mais on rappelle que la rémunération n'est pas le seul intérêt de l'alternance, bien loin de là. Merci de le préciser. Il faut avoir un vrai projet professionnel et ne pas aller chercher uniquement le gain, même si effectivement c'est important. C'est important parce que c'est un mode de financement des études. Kili revient un instant sur ce que vous disiez par rapport au rythme de l'alternance. Elle demande finalement par rapport à la charge de travail qu'on peut avoir dans l'entreprise, par rapport aux responsabilités, puisque on peut être considéré comme un salarié. Est-ce que les professeurs peuvent être parfois un peu plus souples sur les partiels, sur les rendus? Un peu plus souple que des amis qui, eux, sont en initiale et qui, finalement, ne font que ça. Alors, je ne suis pas sûr qu'on puisse parler de souplesse. Mais en même la souplesse et le confort vient du fait que dans les maquettes pédagogiques que nous servons, il y a, je vous l'ai dit tout à l'heure, un certain nombre de modules qui sont très professionnalisants. Et forcément, ces modules-là ont un lien complètement direct avec ce qui se passe dans leur agence. Et forcément, le fait d'avoir vu des choses dans leur agence amène du confort dans le fait d'appréhender les connaissances qu'ils doivent avoir sur les bancs de l'université. Donc ça, c'est du confort. Ensuite, par rapport aux aspects purement pédagogiques, lorsqu'on est dans un schéma d'alternance, rares sont les demandes de la part des profs pour, en clair, faire des devoirs du soir. Tout s'apprend sur les bancs de l'université. Bien sûr, il faut réviser pour les examens partiels, mais rares sont les devoirs du soir. Alors, Marlène Viendeux, qui a dû regarder votre CV qui était affiché avant live, dit voilà, a priori, vous avez travaillé 20 ans dans la banque. Elle vous demande quel cursus avez-vous suivi, quel diplôme possédez-vous et quelle formation auriez-vous voulu suivre si vous aviez pu changer quelque chose? Alors effectivement, j'ai travaillé très longtemps dans un grand réseau commercial et une grande banque régionale qui est un des leaders européens. Je ne ferai pas de pub, je vous rassure. Et donc j'ai fait tous les métiers du réseau commercial. Et donc lorsque j'ai frappé à la porte donc, de cette grande banque régionale, j'avais à l'époque ni plus ni moins qu'un bac en poche. Et puis ensuite j'ai suivi tout un cursus au sein de cet établissement pour avoir aujourd'hui en poche un master, un bac+5.
Alors, pour répondre à la dernière question, si j'avais eu à choisir donc un métier qui m'aurait fait rêver, donc en premier c'était bien sûr le métier de la banque, et chemin faisant, je pense qu'aujourd'hui j'aurais orienté mon cursus plutôt sur la partie liée à la gestion de patrimoine, qui était un vrai beau métier. Que je n'ai pas eu l'occasion de pratiquer. J'en ai pratiqué d'autres, mais pas celui-là. Et là, on est vraiment sur un vrai accompagnement de fond de la clientèle haut de gamme. Puisque vous parlez de ce que vous auriez pu faire, on a des terminales qui nous regardent. Donc, le temps qu'effectivement ils accèdent à une formation Bac+2, qui poursuivent, on va être sur un recrutement dans peut-être 3, 5 ans. À votre avis, qu'est-ce qui va changer profondément sur ces métiers? Et est-ce que, par ailleurs, puisqu'on est souvent sur des cycles de recrutement, est-ce qu'il n'y a pas à un moment donné un risque que le cycle se retourne? Quelle évolution sur les 5 ans qui viennent? Alors, c'est vrai que la banque change à grande vitesse. C'est vrai que le numérique amène effectivement un impact dans tout ça. Très clairement, je l'ai dit tout à l'heure, hein, lorsqu'un client vient voir son banquier, il a déjà toute la masse d'informations qu'il a pu recueillir sur le net. Et donc, la plus-value, elle vient du banquier qui fait de l'assemblage. On n'appuie pas sur un bouton pour répondre à un besoin. En clair, le banquier doit avoir une vraie capacité d'analyse pour aller chercher en fait tout l'assemblage des produits qui vont permettre de répondre au projet de vie de son client. Donc le numérique a un vrai impact. Aujourd'hui, certains métiers vont tendre à disparaître. Tous les métiers de première ligne d'accueil vont disparaître. Et forcément, on va tout de suite être sur la ligne de métier de conseil. Donc là, c'est sûr que lorsqu'on aura en poche un Bac+2 uniquement, je pense que là, on n'aura pas un niveau suffisant pour aborder le premier métier à forte expertise donc de la banque de détail. Donc la licence qui aujourd'hui est prédominante, peut-être va-t-elle s'amenuiser et que le premier niveau d'entrée à l'horizon, je sais pas, à 5-10 ans, sera un master. Certaines banques commencent à augmenter d'une manière considérable le recrutement sur les niveaux master. Et puis, comme vous disiez, il y a toute la problématique de ce qui est en ligne et qui crée forcément des nouvelles compétences. C'est vrai. Alors, vous pensez peut-être au métier du web hein, notamment tout ce qui est infographiste, webmaster, etc. C'est vraiment la portion congrue des métiers de la banque. Alors, certes, aujourd'hui, ça l'est. Peut-être que ça va se développer, hein, puisque toute la banque en ligne tend effectivement à se développer. Aujourd'hui, les clients ont du mal à refranchir le pas de leur agence pour aller faire une remise de chèque, un versement, un retrait ou faire un virement. Tout cela maintenant, pour la plupart, hein, peut-être pas les remises de chèque, les versements, mais la plupart des opérations peuvent se faire de la maison. Et il y a même des boutiques en ligne chez nos amis banquiers où on peut aller acheter son plan d'épargne logement ou son crédit conso. D'autant plus qu'aujourd'hui, de plus en plus de banques vous disent, bon, écoutez, on arrête de vous envoyer les relevés papier, est-ce que vous optez pour les relevés en ligne? Tout ça crée forcément des nouvelles compétences au sein des banques. Absolument, notamment sur la partie webmaster, etc. Oui, tout à fait. Alors on a Sarah qui s'est peut-être inquiétée quand on a parlé du rythme d'alternance et qui vous demande, est-ce que vous connaissez des cas d'étudiants qui vont abandonner la scolarité parce qu'ils ont trouvé que le rythme était trop difficile et que deviennent-ils? Alors, la particularité du réseau d'IFCAM, mais je pense que ça doit être la même chose chez nos concurrents, c'est qu'on a très peu de ruptures de contrat dans une année. Très très peu. En clair, c'est de l'ordre de 1 à 2% d'une promotion. Alors, lorsqu'il y a rupture, ce n'est pas forcément par rapport au rythme soutenu de l'alternance. Lorsqu'il y a rupture, c'est parce que le jeune se rend compte qu'il s'est trompé de projet professionnel. Et que très vite, après son mois d'essai, ou ses 2 mois d'essai, c'est le code du travail, hein, 2 mois d'essai, très vite, il réagit et il se réoriente. Et il vaut mieux qu'il réagisse très vite, parce que sinon, effectivement, il perd plusieurs mois dans son cursus. Alors, 2 questions sur vos relations avec les universités. Première question, vous demande pourquoi avoir choisi de travailler en partenariat avec des universités. Elles ne sont pas les plus réputées, ou elles ne sont pas connues fondamentalement pour avoir des gros réseaux en entreprise. Ce sont souvent les écoles qui sont les mieux placées. Donc, pourquoi avoir choisi des universités comme partenaires? Parce que seules les universités peuvent délivrer des diplômes de l'enseignement supérieur. Nous n'avons pas cette vocation-là. En fait, la loi nous l'interdit. Et en même temps, on est complémentaires. Vous avez raison. Les facultés, jusque-là, n'avaient pas vocation à travailler avec le monde de l'entreprise. Nous, CFA d'IFCAM, la plupart de nos collaborateurs viennent du monde de la banque.
Et forcément, nous avons tous un réseau avec lequel nous travaillons, ou nous avons travaillé dans notre carrière professionnelle, et on amène effectivement ce complément réseau entreprise à l'université. Alors, autre question qui tient à vos rapports avec l'université, c'est qu'en fait, c'est vous qui faites les entretiens de recrutement. Donc la question c'est, est-ce que ces entretiens de recrutement sont fondamentalement différents des entretiens de recrutement si on avait voulu accéder à une formation universitaire, j'allais dire, directement? Et quels sont les critères de sélection voilà, comment vous sélectionnez au-delà effectivement de la simple attestation du diplôme nécessaire, du niveau requis? Alors, en fait, DIFCAM ne fait pas les entretiens de recrutement, on laisse la main aux recruteurs des entreprises. Cela dit, sur certains parcours... Alors, excusez-moi, pas recrutement des entreprises, l'intégration dans la filière universitaire, le fait que l'université vous prenne ou ne vous prenne pas. D'accord. Alors, en fait, effectivement, il y a un premier filtre académique, où là, donc, l'université a la main pour examiner le dossier scolaire de l'étudiant. Et bien souvent, on examine bien sûr les notes, la moyenne, mais on va regarder la partie comportementale. Et lorsque, notamment, on a des jeunes qui sortent d'un BTS, bien souvent, on a en face de chaque module les commentaires des profs. Et lorsque les commentaires sont un peu en décalage avec le comportement qu'on peut attendre de la part d'un futur collaborateur d'un établissement bancaire, forcément, là, c'est rédhibitoire. Alors, bien sûr, on fonctionne ici ou là avec des grilles de scoring, et donc il y a pondération, soit bien sûr le comportement, sur la moyenne générale, sur le projet professionnel, sur notamment certaines matières en lien direct avec le métier de banquier. Alors, on a parlé des maths tout à l'heure. Alors, c'est vrai que c'est pas un lien, on ne peut pas en faire tous des experts comptables, on est loin de ce métier-là, mais en même temps, il faut qu'il y ait cette appétence-là et un peu cette compétence liée donc à la partie financière. Autre question de Lolo qui vous demande comment se passe le lien entre l'université et l'entreprise. Est-ce que l'université suit ce qui se passe en entreprise et ce que fait l'interne en entreprise, ou c'est deux mondes totalement séparés? Alors on pourrait considérer qu'effectivement que tous ces deux mondes-là sont complètement étanches. DIFCAM se trouve à la charnière de ces deux mondes-là et amène le liant. Factuellement, je l'ai évoqué tout à l'heure, il y a ce fameux livret électronique qui permet effectivement de rassembler ces deux mondes-là, puisque sur ce livret, on y trouve toutes les notes du jeune, et on y trouve également tout le référentiel activité de ce que fait le jeune en entreprise. Donc forcément, on essaye que ces deux mondes-là puissent se rencontrer de temps à autre. Ils se rencontrent notamment aussi lorsqu'il y a les visites d'entreprise du tuteur universitaire en agence. Ils se rencontrent notamment lorsqu'il y a les jurys de fin de semestre. Et puis en même temps, moi j'essaye aussi chaque début d'année de pouvoir impulser ici ou là, à la demande des entreprises, des formations tuteurs entreprises, où là on évoque toute la partie académique et universitaire auquel est confronté le jeune. On revient 2 secondes sur l'international, une question qui manifestement intéresse. Est-ce qu'il existe des formations, notamment au niveau master, qui seraient plus tournées vers l'international, donc des métiers qu'on pourrait exercer à l'international, dans les formations que vous proposez? Alors là, je vais décevoir effectivement votre interlocuteur. On est sur des métiers orientés banque de détail. L'international, je le répète, est plutôt orienté banque d'investissement. Et donc là, on n'a pas, nous, dans notre catalogue, effectivement, le master qui va bien et qui correspondrait donc à la demande de la personne qui vous pose cette question. Je suis vraiment désolé. J'aurais aimé effectivement pouvoir l'accompagner sur le sujet, mais en même temps, DIFCAM essaye en fait de s'orienter sur le marché qui est porteur. Et le marché porteur aujourd'hui, c'est la banque de détail. Donc forcément, les formations que nous proposons sont des formations orientées banque de détail. Alors, les DUT dont vous nous avez dit que ce n'est plus la voie d'accès vraiment première sont aujourd'hui clos dans la mesure où c'est APB. Il reste les licences pro qui sont ouvertes, les masters. On peut considérer qu'on a jusqu'à quand pour déposer un dépôt de dossier? Est-ce qu'il y a une limite entre la date de dépôt de dossier et le fait de trouver son entreprise et d'être accepté d'ailleurs par une entreprise? Alors c'est vrai que les universités en fait ferment les robinets. Je trouve un petit peu plus effectivement strict que d'autres établissements. C'est vrai. Mais bon, l'amplitude est relativement large puisqu'en fait, généralement, les sites internet des universités, là où on peut déposer sa candidature, sont généralement ouverts, on va dire, fin février, tout début mars. Et la clôture se fait généralement fin mai, début juin.
selon les sites. Hein. Je ne peux pas généraliser sur l'ensemble des 9 centres de formation que compte DIFCAM, mais l'amplitude, c'est ça, si on raisonne sur la globalité du réseau. Alors, question qui rejoint celle qui était posée tout à l'heure sur le fait de travailler avec des universités. On a un étudiant qui est en bac+2 et qui vous pose la question. Il a envie de travailler notamment dans la finance, mais lui se dit qu'il a peut-être plus de chances de progresser et d'avoir une carrière intéressante s'il passe par une école de commerce. Quel avantage finalement? Les écoles de commerce, on sait, hein, sont orientées finance, banque, audit. Est-ce qu'elles ne sont pas mieux armées que des formations universitaires? Alors, effectivement, les écoles de commerce sont plutôt orientées, vous le dites fort justement, sur les opérations plutôt post-marché, et on est plutôt sur des métiers salle de marché. En même temps, si moi j'étais étudiant, je fais une école de commerce, je serais plutôt dans un profil entrepreneur. Et je ne suis pas sûr que je me dirigerais vers le monde de la finance, ou alors peut-être pour un passage sous forme de passerelle pour mon vrai projet entrepreneurial. Mais c'est vrai que comparativement, si on compare école de commerce et université, je pense que les universités n'ont pas à rougir par rapport à la pédagogie qui est servie, très honnêtement. Par le passé, dans les années 2010, j'avais passé un partenariat avec une école de commerce pour un master avec un E au bout, gestion de patrimoine. Et on a eu un peu de mal à orchestrer les choses parce qu'effectivement, le responsable pédagogique de ce master était très orienté finance de marché. Or, la demande de mes partenaires banquiers était plutôt une demande vraiment expertise, gestion de patrimoine régionale, quoi, avec des clients régionaux. Et on a eu du mal effectivement à pouvoir pérenniser la démarche. Parce que c'est vrai qu'il y a toujours cette tentation de croire que finalement, les banques et des grandes institutions vont surcoter les diplômés d'école de commerce, peut-être par rapport à des diplômés universitaires. Alors on peut le considérer comme ça, mais ça m'embête effectivement d'avoir cette considération. En même temps, les banquiers jouent ce jeu-là. Je sais que certaines banques disent lorsque un étudiant sort de telle école de commerce, le ticket d'entrée chez nous c'est 35 000 euros pour effectivement son premier salaire, 35 000 euros annuels, hein, vous l'avez bien sûr entendu. Vous avez bien compris. Et donc effectivement, il y a cette cotation-là, mais en même temps... le 35 000 euros, il faut pouvoir le tenir sur des métiers à forte expertise, quoi, en fait. Bon, cela étant, on peut peut-être rappeler vos excellents taux d'intégration professionnelle, parce que c'est ça, c'est ce qui compte. Hein. Quasiment, finalement, vous dites 100% au bout de quelques mois, ouais. Et dont les 2/3, voire peut-être plus, quasiment en pré-recrutement. C'est-à-dire, on poursuit dans l'entreprise d'accueil. Absolument. Et en même temps, pour rassurer ces jeunes-là, parce que certains nous disent Bac+3 c'est bien, mais moi je veux continuer parce que je veux optimiser mes chances. C'est souvent pas facile de la licence pro au master. Hein. Vous avez raison de le souligner. C'est vrai que la licence pro n'a pas pour vocation à la poursuite d'études. Ça, c'est une règle ministérielle. Et c'est pour ça que ceux qui sont, je parle des candidats, hein, des étudiants, ceux qui veulent aller jusqu'au master, je leur conseille plutôt de prendre la filière licence générale, L1, L2, L3, pour ensuite entamer un master en alternance. Sinon, licence pro, on est cantonné effectivement à l'intégration CDI à l'issue donc de la licence pro. En même temps, le discours que je tiens à ces jeunes-là, c'est que les banques en fait, déboursent des tonnes d'euros pour accompagner la formation dans une carrière de banquier. Aujourd'hui, c'est de notoriété publique. Les banquiers consacrent 5 à 6% de leur masse salariale donc, à la formation de leurs collaborateurs. Alors, jusqu'à la réforme du 5 mars, il y avait une règle qui disait que normalement, il fallait que plus de 1% de la masse salariale soit consacrée à la formation des gens, des collaborateurs d'une société, et pas que chez les banquiers. Donc, c'est vous dire que à l'époque où cette règle était valable, les banquiers faisaient 5 fois plus que ce qu'exigeait la loi. Et pour effectivement recadrer sur la réponse que je voulais vous faire, aujourd'hui, un jeune qui a une licence banque assurance en poche peut, dans le cadre de la formation continue à l'intérieur de la banque, aller chercher son master. Soit par le biais donc d'un parcours en formation interne, soit par le biais de la VAE,
C'est vrai que ces jeunes-là n'y pensent pas souvent, mais au-delà de 3 années passées dans un établissement financier, on peut aller chercher son master par le biais d'un dossier de VAE. Alors, pour la fin de ce live, je voudrais revenir sur les critères de sélectivité et de sélection. Pour les filières en licence pro ou en master, quelles sont les filières est-ce qu'il y a des filières d'accès que vous privilégiez? C'est-à-dire que pour être intégré dans un master, est-ce qu'il y a plutôt quelques disciplines que vous privilégiez, voire en licence pro, est-ce qu'il faut venir d'un certain type de bac plus 2? Et la deuxième question, une fois que cette problématique de diplôme, est-ce qu'il y a des qualités humaines que vous privilégiez compte tenu du fait qu'il va y avoir de l'alternance? Est-ce que vous avez des entretiens de recrutement avec du comportemental, des choses qui dépassent effectivement le simple niveau de connaissance? Effectivement, la deuxième question que vous posez sous-tend la réponse que je vais faire à la première question. Très clairement, un banquier ne vient pas forcément chercher un diplôme, il vient chercher un comportement, une personnalité. Et dans la personnalité, qu'est-ce qu'il recherche? Des gens qui sont capables d'être posés, écoutés, prendre en compte et ensuite effectivement bâtir une offre. Je prends un raccourci pour déterminer le profil que recherche effectivement le recruteur de la banque. Cela dit, il est sûr que si vous avez en poche une licence d'histoire, c'est un peu difficile d'aller chercher un master banque-finance pour conseiller un chef d'entreprise. Il est certain qu'aujourd'hui, pour être dans la cohérence, il est certain qu'il faudra aller sur un bac plus 2 aller chercher un BTS, MUC, NRC ou un DUT Tech de Co pour être déjà dans l'axe de la licence professionnelle. Mais en même temps, on s'aperçoit que lorsqu'on va sur le master, eh bien, les banques commencent à aller un peu dans l'exotisme. Et j'évoquais une licence d'histoire tout à l'heure. On a de temps à autre des gens qui viennent de parcours complètement décalés pour aller chercher un master. Des gens qui viennent d'un master droit des affaires ou non, d'une licence droit des affaires, pardon, d'une licence de journalisme. Et là, on a en face de nous des gens effectivement avec du comportemental, puisqu'en fait, un conseiller, ça doit être un créatif. Je parlais tout à l'heure dans la première partie de notre interview d'assemblage. Et bien effectivement, lorsque je recueille les besoins de mon client, eh bien il faut que je sois capable en l'espace de quelques minutes de faire de l'assemblage et d'avoir une vraie offre très élargie, une offre globale à lui proposer. Alors, dernière question concernant un élément important. Les dépôts de dossiers. C'est vrai qu'il y a 9 centres, avec donc de multiples formations. Globalement, on peut dire que vous allez prendre des dossiers pour les licences pro et les masters jusqu'à quand? Là, sur les licences jusqu'à tout début juin, donc c'est maintenant en clair, on ouvre les vannes jusqu'au début juin. Sur les masters, c'est un peu plus long, selon les CFA du réseau d'IFCAM. Certains CFA, notamment celui du CFA Île-de-France, acceptent encore des candidats jusqu'à début juillet, selon les filières, bien sûr. Bon, en tout cas, il ne faut pas tarder. Absolument. Alain Nicolas, merci d'avoir répondu aux questions. Merci d'avoir suivi ce live et rendez-vous pour de prochains lives.